Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Info Soir pour la deuxième partie qui reprend donc ses droits. Et nous recevons avec plaisir Valdiodio Ndiaye, il est membre du collectif de la société civile. Bonsoir Valdiodio. Bonsoir Binta. Alors, le chef de l'État a fait son traditionnel discours à la nation du Nouvel An. Beaucoup parmi les observateurs ont dit rester sur leur faim. Et vous, qu'avez-vous retenu du discours du président de la République? Bon, je pense particulièrement sur le troisième mandat. Sur le troisième mandat. Oui. Bon, au-delà du troisième mandat, je pense qu'il a dégagé des pistes de réflexion assez intéressantes. Du reste, par exemple, en ce qui concerne comment prendre en charge les problèmes des populations, sur les questions de santé, d'emploi, etc. Mais fondamentalement, il est clair que sa sortie sur ce point relatif au troisième mandat, évidemment, a relancé complètement le débat et autour de cette question. Moi, je pense que les arguments qu'il a développés pour dire que le ni oui ni non, oui. Et pour justifier par exemple sa posture, dire de manière très claire que s'il déclarait tout de suite qu'il n'était plus candidat, ça va empêcher le pays de travailler. C'est ça que je déplore fondamentalement. Parce que je pense que c'est extrêmement grave qu'un chef d'État dise cela devant les Sénégalais. Oui. Ce qui veut dire que nos ministres ne sont pas... C'est des questions même de patriotisme. Oui. Je pense qu'un Sénégalais, s'il est nommé à des postes de responsabilité, ne serait-ce que 24 heures, il doit dédier sa vie à ça. Et quelles que soient les perspectives de carrière, de plan de carrière, on doit être conscient de sa posture républicaine, ce qu'on représente dans le pays. Et un ministre, par exemple, moi je pose des questions. Si maintenant les ministres ne pensent qu'au fauteuil du président, là, ça veut dire qu'il y a un problème de choix et de casting qui se pose. Ça, c'est un deuxième élément maintenant, toujours sur ce registre. Je pense que si on fait des projections, nous savons aujourd'hui qu'il y a un principe de clause d'éternité par rapport à ce point-là relatif au mandat. Ça veut dire que donc les futurs successeurs de Macky Sall, quand ils seront dans leur second mandat, personne ne va plus travailler dans le pays, ad vitam aeternam dans ce pays. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Je pense que le président de la République ne devrait pas parler dans ce sens-là et très clairement mais est-ce que le président ne devait pas très rapidement évacuer cette question, d'autant plus que la charte fondamentale a déjà réglé la question? Oui, absolument. Moi, je suis convaincu que même s'il voulait le faire, ça va pas passer. Parce qu'en fait, les Sénégalais, je pense que définitivement, ont réglé cette question. Qu'on laisse le soin aux juristes d'interpréter, de faire des analyses, etc. Mais nous avons atteint un point de rupture. Ce point de rupture-là, c'est en 2011, depuis le Maître Wade, depuis le 23 juin. Et je pense qu'à l'avenir, les Sénégalais ne l'acceptent pas. Et vous avez évoqué aussi la posture du chef de l'État par rapport à cette question, mais vous, en tant que société civile, quelle doit être aussi votre responsabilité par rapport à certaines questions qui sont transcendantales par rapport à tout ce qui motive aujourd'hui les uns et les autres? Quelle devrait être votre posture, vous, aujourd'hui? Pour être plus précis, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Votre responsabilité par rapport à la... Parce que je ne veux pas par rapport au troisième mandat. À élucubrer sur des, non, par rapport au troisième mandat. Par rapport au troisième mandat, vous, en tant que société civile, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à votre rôle de veille et d'alerte, vous devez vous faire entendre? Je pense que nous l'avons dit et redit. Je vais faire un bref rappel historique, pas historique, mais histoire récente. Par exemple, je me rappelle, c'était en octobre 2017. Je discutais avec le professeur Babacar Gueye, ça je ne dévoile rien du tout. On était en train d'échanger, il devait faire une émission le lendemain au niveau de RFM. Et c'est en ce moment-là d'ailleurs qu'il avait déclaré que tel que se décline la constitution actuelle, qu'il était nécessaire d'insérer par exemple une disposition transitoire pour régler définitivement cette question. Et je me rappelle, c'était en octobre 2017. Par rapport à l'article 27 de la Constitution. Exactement. Et à l'époque, je pense que toute la classe politique, aussi bien l'opposition, la majorité présidentielle, tout le monde a tiré sur le professeur Babacar Gueye. Les uns ont dit que oui, c'était pas à l'ordre du jour, cette discussion, on veut juste alimenter un débat. L'opposition avait dit
dit qu'on était même complice de la majorité présidentielle parce qu'on était en train de réfléchir pour eux en donnant des pistes de réflexion. Et on n'est pas surpris que 2 ans plus tard, que le débat soit aujourd'hui encore nous revienne. Parce qu'à l'époque, il faut dire que seul le professeur Babacar Gueye et Jacques-Marie Elzonque avaient défendu cette posture-là en demandant clairement d'intégrer dans les dispositions constitutionnelles une clause transitoire pour régler définitivement ce débat-là. Et notre position en tant que société civile maintenant, je pense que nous travaillons même, nous avons même essayé de travailler avec la CEDEAO au niveau de la sous-région pour régler définitivement à travers le protocole de la CEDEAO cette question de second mandat. C'est-à-dire essayer de l'intégrer dans les dispositions du protocole additionnel pour qu'on ne parle plus de 3e, 4e mandat, etc. Et avec cette disposition, si ça passe, ça règle définitivement le problème. Nous sommes clairement contre tout 3e mandat, ça c'est très clair. Et nous l'avons toujours défendu et on ne peut pas défendre le contraire. Oui. Vous siégez également au sein du dialogue politique qui a démarré il y a pratiquement 6 mois. Alors où est-ce que vous en êtes? Dans cette affaire-là, je pense qu'il y a eu, dès le départ, une inversion de l'ordre des priorités. Et aujourd'hui, par exemple, à l'époque, nous avons vraiment beaucoup insisté sur la nécessité d'installer le comité de pilotage. Ça a été fait récemment. Jusqu'à présent, moi qui vous parle, je n'ai jamais compris pourquoi toute cette lenteur. Des fois, on m'explique qu'il fallait un siège, il fallait des questions logistiques. On oublie tout souvent que nous sommes dans un État. Et quand un État veut quelque chose, je pense que toutes les dispositions peuvent être prises et aller dans ce sens-là. Ça, c'était le premier élément. Le second élément aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont d'une lenteur, excusez-moi du terme, exécrable. Parce qu'on ne fait pas des avancées substantielles. Parce qu'autour du dialogue politique, je veux dire, depuis le mois de mai, on travaille. Mais ce qu'on peut retenir comme aujourd'hui des points de consensus, c'est pas grand-chose, franchement. Parce que c'est juste le mode d'élection des maires au suffrage universel direct. Il y a également, nous avons retenu le principe de faire l'évaluation du processus électoral de 2016, c'est-à-dire depuis la refonte partielle en octobre 2016 jusqu'à l'élection présidentielle, et également d'auditer le fichier. Même déjà sur ces 2 points de consensus-là, comment le faire, ça pose problème. Et le calendrier républicain, la date des élections? Le calendrier, nous avons fait une sortie vraiment pour insister sur cette question-là. On ne peut pas aller aux élections sans que le fichier ne soit audité et sans que le processus électoral ne soit également évalué. Il faut le faire. C'est le principe qui a été retenu. Il faut lancer un appel d'offres international. Oui, parce que il fallait attendre que le dialogue national puisse démarrer. Ou est-ce que vous pensez en fait, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si nous voulons, s'il y a de la volonté de part et d'autre, c'est-à-dire opposition, majorité présidentielle, si tout le monde veut aller rapidement, comme eux, ils disent, accélérer pratiquement la démarche, moi je pense qu'on peut arrêter un principe, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on termine cette affaire de stabiliser les termes de référence, lancer la lettre de manifestation d'intérêt, on parvient à recruter les consultants avant fin janvier, il est parfaitement possible, par exemple, de commencer le travail d'évaluation, concomitamment au travail d'audit des fichiers à partir du mois de février. Selon ce que je comprends, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on peut y aller sur 2 ou 3 mois, c'est-à-dire on va terminer peut-être en fin avril. Il faudrait 1 mois le temps de valider le rapport qu'ils vont présenter, ensuite maintenant, et de les articuler par rapport à d'éventuelles réformes. Vous voyez déjà qu'il y a, on sort déjà du cadre normatif qui encadre la durée de vie du dialogue national. Parce que la durée de vie du dialogue national aujourd'hui, c'est 3 mois. Ça a été installé en décembre, fin décembre. Donc pratiquement, ça doit prendre fin en fin mars. Et normalement, les travaux d'audit et d'évaluation prennent fin en principe au mois d'avril, si on respecte vraiment... Ça veut dire que les élections locales pourraient se tenir en 2020? Je pense que c'est parfaitement possible.
C'est-à-dire, moi, je ne me suis jamais posé des questions sur notre administration électorale. Parce que pour avoir fait une analyse comparative, avoir travaillé dans d'autres processus électoraux, je sais que nous avons une administration électorale rompue à la tâche, très opérationnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, le débat n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, le système de mettre en route un processus électoral, le Sénégal n'a pas de problème. On a des compétences à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est les politiques. C'est ça. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, je pense que j'interpelle vivement les politiques. Et si, hypothèse maintenant d'école, on s'entendait sur rien du tout? Oui, le président de la République, il parle de conclusion consensuelle. Consensuelle. Et si par hasard, on s'entendait sur rien du tout, qu'est-ce qu'on va faire? Le président va trancher, comme d'habitude. C'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire, c'est des questions de fond qu'on doit se poser. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est clair que le président de la République, tout le temps, vous l'entendez dire que je vais appliquer le style Diouf, il convoque le style Diouf de l'époque, en disant je vais appliquer toutes les décisions consensuelles. Il y a la jurisprudence Amadou Mahtar Mbow, la commission de réforme. Là, bon, ils ont fait leur excusez-moi du terme, c'est-à-dire tafiengal, c'est-à-dire ils ont juste puisé ce qui les intéresse. Maintenant, une question beaucoup plus directe. Quelle est la finalité de ce dialogue? La finalité du dialogue, c'est-à-dire si on s'adosse sur les principes, c'est-à-dire il est toujours bon dans un État qu'il y ait un dialogue. Même si les acteurs politiques ne s'entendent pas sur des orientations politiques, il est bon de dialoguer. Parce que vous le voyez par exemple en France, etc., aux États-Unis, ce qu'on dit les démocraties consacrées, il y a toujours des consultations entre le pouvoir et l'opposition. Ça, c'est le principe. Mais maintenant, aujourd'hui, cette finalité du dialogue, c'est de trouver des consensus essentiels et forts. Autour de quoi, justement? Autour de des trois points essentiels. Moi, je parle de la commission politique, avant d'aller à un niveau macro, c'est-à-dire le dialogue, le comité de pilotage. À un niveau de micro maintenant, c'est-à-dire la commission politique, il faut vraiment, au niveau du processus électoral, parvenir à évaluer le processus électoral correctement, avoir des conclusions et ensuite essayer de corriger ce qui peut l'être, auditer le fichier pour avoir un fichier totalement consensuel partagé. Troisième point, qu'on n'a pas encore exploré, c'est-à-dire voir si le parrainage sera opérant pour les élections locales, s'entendre sur la caution, s'entendre sur, comment dirais-je, le mode d'élection des maires, etc. Mais ça, c'est des questions qu'il faudrait... Deuxième point maintenant, au-delà de l'audit, il y a encore autre chose, c'est-à-dire le statut, les questions de droit et démocratie, de liberté. C'est-à-dire le statut du chef de l'opposition, on ne s'est pas entendu sur cette question-là encore. Il y a d'autres points encore qui n'ont pas encore défloré. Vous prenez le troisième grand point, package, c'est les réformes institutionnelles autour des organes qui gèrent nos élections. Le ministère de l'Intérieur a été toujours décrié par l'opposition qui demande des réformes en profondeur sur cette question. Il y a le Sénat, il y a le CNRA, etc. Donc tous ces points-là n'ont pas été encore traités. Aujourd'hui, nous avons juste traité... Et aujourd'hui, quelle est la commande du chef de l'État, justement? C'est pas une commande. Parce que justement, en fait, c'est lui c'est lui qui prend l'initiative. Et aujourd'hui, est-ce que en auditant, en évaluant le processus, si on tombe sur des choses qui ne semblent pas du tout être en phase avec l'orthodoxie d'une bonne élection, est-ce que cela ne remettrait-il pas en cause sa légitimité? Absolument. Absolument. Est-ce que le président va prendre ce risque? Là, vous posez un débat philosophique, c'est-à-dire que, par exemple, si on parvient à évaluer les élections, le processus électoral, je pense que quelque part même, l'opposition veut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire si on parvient à évaluer tout le processus électoral, et que, par exemple, parce qu'on a convoqué des experts qui sont totalement neutres, indépendants, qui ne sont même pas des Sénégalais. S'ils parviennent à évaluer, mais en fait... Bon, le fait d'être des étrangers aussi ne garantit pas leur neutralité également. En tout cas, l'État a pris des risques pour installer Famara Ibrahima Sagna, qui préside au comité de pilotage du dialogue national. Vous avez fait 6 mois pour ne pas trouver de consensus. Si, on a 3. Un tout petit peu, 3 sur les 12 points. Alors, maintenant, vous devez lancer l'audit du fichier, ce n'est pas encore fait. Vous devez lancer l'évaluation du processus, ce n'est pas encore fait. Est-ce que l'État ne l'a pas fait sciemment
pour quand même vous engager dans son propre agenda? Je pense que, moi en tout cas, mon point de vue... Les politiques, oui. Je veux dire. Je pense qu'il faudrait... C'est là que j'interpelle tous les hommes politiques. Parce que j'entends aussi bien la majorité présidentielle que l'opposition dire il faut donner du temps au temps pour faire ce beau job. Mais ce qu'ils oublient fondamentalement, et c'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils oublient fondamentalement, c'est que les maires, ils ont été élus pour un mandat de 5 ans. Ils ont un contrat à durée déterminée de 5 ans. Aujourd'hui, comment des Sénégalais peuvent se retrouver dans un espace entre eux et décider, avec bien sûr l'appui de ceux qui décident, d'augmenter le mandat de façon unilatérale. Sans se référer aux populations. Je pense que ça, c'est la loi électorale. La loi électorale. Je pense que ça, c'est des questions fondamentalement que nous avons posées sur la table pour dire qu'il faut respecter le droit des citoyens. Parce que les citoyens ont donné un mandat à durée déterminée. J'entends souvent certains dire même, y compris même pour le président de la République. Je pense que j'entends des fois les gens dire le président, le père de la nation, etc. Il est le serviteur de la nation, en passant, pour répondre à quelqu'un. Donc, je pense que c'est extrêmement important que les politiques se mettent dans la tête qu'ils doivent respecter le mandat que leur donnent les populations et que ce mandat-là, c'est à durée déterminée. Parce que si on continue à ce jeu-là, demain, facilement, on pourrait dire que, par exemple, on arrive aux élections législatives, on va nous sortir, par exemple, une nécessité de discuter de je ne sais pas quoi, et augmenter le mandat des députés à 2024. Quand on sait que maintenant le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale avec les réformes institutionnelles. Et voilà, c'est des questions qu'il faudrait se poser. En tout cas, le dialogue national n'a pas encore démarré à proprement dit. C'est une prochaine, ils ont dit. Il y a une dizaine de commissions. Un député nous dit que le dialogue national va coûter 10 millions par jour. Abdoulaye Diallo, Diallo. Moi, personnellement, je n'ai pas cette information. Et moi, généralement, je suis prudent. Je ne me prononce pas sur des choses sur lesquelles je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Quel est le budget qui a été dédié au dialogue national, au comité de pilotage? Je n'ai pas ces éléments-là. Donc, avant de pouvoir me prononcer, je pense que... Quel est le budget qui a été délégué à la commission politique? Bon, la commission politique, il n'y a rien à cacher. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous sommes à Ngor-Diarra. Moi, je pense que c'est généralement, on a l'appui de partenaires, comme le PNUD, qui accompagne le dialogue politique. Et généralement, les membres de la commission, il y a certains qui prennent, d'autres ne prennent pas. Très clairement, ils ont des pécules de 50 000 francs par mois pour à peu près, je pense, il y a 8 séances, hein, c'est-à-dire 2 séances par semaine. Tous les mardis, tous les jeudis. Donc 8 séances avec un pécule de 50 000 francs par mois. Bon, certains disent que c'est insuffisant. Par séance? Non, par mois. Par mois. C'est-à-dire les 8 séances, on vous donne 50 000. Donc certains disent que c'est insuffisant compte tenu du fait que l'hôtel Ngor-Diarra est un peu excentré, excusez-moi la publicité. Donc voilà un peu le débat qui se pose. Mais en fait, il n'y a rien à cacher. C'est quelque chose de modique qui est, je pense qu'il y a un niveau d'engagement aussi des membres. Et si on parlait de vous, de la société civile, de l'effritement de la société civile, on a comme l'impression que qu'est-ce que vous entendez par l'effritement de la société? Vous ne parlez pas le même langage, on vous taxe même de politiciens encagoulés. Écoutez, pour moi, il n'y a pas d'effritement de la société civile. Je pense qu'il y a une pluralité de la société civile. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Le second point, c'est que, en fait, j'ai l'habitude de taquiner en disant, en fait, nous sommes les plus bavards. C'est ce qui travaille dans le domaine des droits humains. Mais si vous prenez globalement les organisations de la société civile, on est aux alentours de plus de 500, 600 ou 1000. Peut-être le ministre de l'Intérieur peut faire le point sur cet aspect-là. Mais en fait, la majorité travaille sur des questions de développement agricole, élevage, etc. Mais maintenant, évidemment, les organisations qui interviennent sur les questions de gouvernance, etc., de droits humains, sont les plus bavards. Évidemment, il y a des positions
c'est des positions, c'est des lignes que chacun a, mais nous faisons tout le temps, en tant que de besoin, l'effort de se réunir autour, par exemple, quand il y a une exigence ou une urgence, par exemple, qui est de nature à remettre en question les principes qui fondent l'état de droit, on se réunit et généralement, vous n'êtes pas des politiciens encagoulés? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si on voulait faire la politique, moi en tout cas, si j'avais envie de le faire, j'allais le faire très clairement. Je n'ai pas envie de le faire, j'ai une autre orientation, une autre idéologie par rapport à une vision de la vie que j'ai. Donc je n'ai pas envie de faire la politique. Oui, ou d'être dans des groupes d'intérêt, etc. Oui, si on parle des libertés aussi de manifester, on a vu actuellement, il y a un activiste en prison, Guy Marius Sagna, il était avec Dr Babacar Diop, professeur d'université et d'autres personnes. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Moi, je pense que voilà des choses qui ne devraient jamais arriver au Sénégal. C'est-à-dire, j'ai même entendu le président dire que oui, il ne faut pas les laisser venir au niveau du palais, etc. Nous savons tous que, par exemple, aller à la Maison-Blanche, les gens passent la nuit devant les grilles de la Maison-Blanche pour des manifestations. Je pense que c'est un argumentaire. Et qu'est-ce que Guy Marius Sagna et le professeur Babacar Diop, le docteur Babacar Diop pouvait remettre en question en termes de sécurité de l'État ce jour-là. J'ai entendu même des commissaires à la retraite, etc., faire des sorties pour parler des questions de sécurité, etc. Je puis vous assurer que je suis sûr que ce jour-là, à la limite même, je dirais que même on a fait exprès de les laisser venir pour les arrêter. Oui. Parce que je suis sûr, dès qu'ils ont commencé à marcher à partir du boulevard de la République, ils ont été clairement identifiés et isolés. Moi, d'une certaine manière, je peux savoir. Donc, je pense que, franchement, cet argumentaire-là ne tient pas la route. Et Guy Marius Sagna ne devrait jamais courir en prison. On doit le libérer parce que de manière absolue, il n'a fait que porter ce que pas mal de Sénégalais on réclame aujourd'hui de vive voix. Et je pense que, par exemple, il faut que ces atteintes systémiques qui est en train d'être récurrentes dans ce gouvernement-là, par exemple, que ça s'arrête. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, c'est pour le déploiement. On a même entendu le médiateur de la République dire, mais absolument, appeler au respect des libertés fondamentales. 9 autres jeunes ont été déjà interpellés également. Ça n'a aucun sens. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, encadrer même les manifestations, c'est même plus productif que de les réprimer. Et deuxièmement, ça donne une mauvaise image du Sénégal. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi ce que les tenants du pouvoir actuel, ce qu'ils dénonçaient avant 2011, en 2010, 2011, 2012, pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'ils répètent aussi les mêmes erreurs? Tu sais, vous savez, moi j'ai un problème jusqu'à présent pour comprendre cette affaire-là. Regardez, même à l'époque, chaque fois, aujourd'hui par exemple, moi je ne pouvais pas comprendre, par exemple, entre les lignes, le président Sall défendre l'arrêté Ousmane Ngom. Oui. Après tout ce qu'il a dit avant 2012. Défendre l'arrêté Ousmane. Et comment Ousmane Ngom lui-même a été perquisitionné. Donc, des fois, je pense que les chercheurs devraient travailler sur les questions de psychologie entre l'homme et le pouvoir. Je pense qu'on l'a surtout en Afrique. Surtout en Afrique. On ne l'a pas suffisamment analysé. Par exemple, les questions de sociologie, la sociologie du pouvoir, le pouvoir en soi. Et la conception du pouvoir. La conception du pouvoir. Et tout à l'heure, je le disais en passant, quand j'ai entendu l'autre jour un ministre de la République dire le père de la nation, mais j'ai failli sauter. Ça vous a rappelé Mobutu? Mobutu. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Adjonio. Juste avant de boucler Infosoir, donner quelques informations sur les mesures individuelles qui ont été retenues lors de la réunion du Conseil des ministres de cet après-midi. Le colonel Abdourahmane Dieye et le nouveau directeur général des douanes, en remplacement de Oumar Diallo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Monsieur Khalifa Gaye, maître de conférence, également nommé directeur général des bourses. L'ex ou l'ancien directeur avait tout simplement démissionné de son poste. Merci de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Good.